Consentement et non-consentement ont toujours été au cœur du débat public, politique et juridique sur les violences sexuelles. Lors des débats parlementaires de la loi de 1980, la députée Florence Darcourt, qui était elle-même à l'initiative d'une proposition sur le sujet, estimait que l'essentiel dans le crime de viol réside moins dans la réalité de l'acte sexuel que dans le viol du consentement de la victime. En février 2020, l'association Nous Toutes a mené une enquête sur le consentement dans les rapports sexuels auprès de plus de 100 000 personnes, dont 96 600 femmes. 9 femmes sur 10 ont déclaré avoir fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel. Pour une femme sur 6, l'entrée dans la sexualité s'est faite par un rapport non consenti ni désiré. 64% avaient déjà demandé à arrêter un rapport sexuel en cours, mais pour 38 d'entre elles, le rapport s'est poursuivi malgré cela. 2 femmes sur 3 ont déclaré avoir fait l'expérience d'actes sexuels non consentis avec ou sans pénétration. Les réponses à l'enquête Nous Toutes ont également montré que les femmes qui commencent leur vie sexuelle par un rapport non désiré et consenti sont bien plus souvent confrontées à des violences sexuelles par la suite. Récurrent dans le débat public, le consentement est également central en matière juridique. L'incrimination de viol fait ainsi du défaut de consentement le pivot de l'infraction. Cette problématique est omniprésente tout au long de la procédure de l'enquête au procès en passant par l'instruction. Pourtant, la notion elle-même est absente de la définition pénale. L'article 222-23 du Code pénal dispose que tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par l'usage, par l'auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise est un viol. Donc, faute de rapporter la preuve de la violence, menace, contrainte ou surprise, le viol n'est pas constitué. Or, comme le montrent les avis des classements sans suite et la jurisprudence de la Cour de cassation, ces 4 éléments ne couvrent pas toute la palette du non-consentement sexuel. Faute de définition légale du non-consentement, la Cour s'interdit d'harmoniser la jurisprudence des juridictions, d'où une disparité également du niveau de la justice rendue, incompatible avec nos principes républicains. Il y a environ 80 000 viols par an en France. Seule une victime sur 12 porte plainte, environ 12 000 plaintes, dont les 2 tiers sont classées sans suite. On dénombre autour de 1 500 condamnations. Pour nombre d'associations et de professionnels du droit, l'impact de la définition du viol dans ce traitement judiciaire n'est pas étranger à ce hiatus. Pour que le consentement devienne la norme, il faut que l'absence de consentement soit consacrée comme un élément constitutif des infractions sexuelles. Une telle définition ne procède à aucun renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra toujours à l'instruction et à l'accusation de présenter les charges qui font que, selon elle, la personne mise en cause ne s'est pas assurée du consentement, l'a obtenu dans un contexte où il ne peut être tenu pour valable ou a fait usage de violences, menaces, contraintes ou surprises. Il y aura en revanche un déplacement du centre de gravité de l'enquête qui s'intéresserait primordialement à la personne mise en cause pour déterminer notamment si et comment elle s'est assurée du consentement. Nous mettrions également la France en conformité avec nos engagements internationaux, notamment ceux de la Convention d'Istanbul et les recommandations du Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Enfin, cette proposition s'inscrit selon nous dans l'ensemble des mesures nécessaires pour apporter une réponse globale et cohérente contre les violences sexuelles. Des associations, organisations syndicales, de juristes, de défenseurs des droits humains ont ainsi élaboré plus de 130 propositions, parmi lesquelles je ne citerai que 2, un investissement annuel de 2,6 milliards d'euros et une action renforcée en matière d'éducation et de prévention d'ampleur, notamment en rendant effectives à l'école les 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Le combat des femmes, disait Gisèle Halimi, c'est changer la société, changer la mentalité, changer les rapports. C'est ce à quoi cette proposition de loi aspire modestement à contribuer. Voilà pourquoi nous l'avons inscrite dans notre niche parlementaire et que nous vous appelons, collègues, à la voter avec nous.